Dans cette vidéo, nous allons traiter de la défense des végétaux et plus précisément de l'infection et des moyens de défense. Donc commençons par l'infection. Donc l'infection, c'est l'entrée du phytopathogène. Donc ce phytopathogène, soit qui est bactérien, viral ou encore mycélien, peut entrer par les stomates, c'est le cas souvent du mycélium, mais aussi par des blessures, qu'elles soient dues à de la météo, par exemple du gel ou par exemple de la grêle, mais encore par des vecteurs, c'est-à-dire transportés par des insectes piqueurs. C'est le cas souvent des virus. La contamination, elle, peut être de deux sortes. Premier type de contamination, alors pour info, je prends une plante fictive qui n'existe pas, mais dont j'ai besoin de différentes parties pour montrer comment ça fonctionne. Donc, premier type de contamination, vous avez une plante qui est contaminée et qui contamine ses voisines. Cette contamination est appelée contamination horizontale et ça se traduit au champ par des taches de contamination. Le deuxième type de contamination, c'est lorsque vous avez une plante et que la contamination est transmise, donc soit par les graines, soit par les tubercules ou les rhizomes ou autres. Et donc, c'est une contamination qui est transmise à la génération suivante. Donc, on va parler ici de contamination verticale d'une génération à l'autre. C'est pour cette raison d'ailleurs que on vérifie bien les tubercules avant de les commercialiser pour qu'ils soient certifiés sains. Traitons maintenant des moyens de défense. Il existe d'abord une défense permanente, donc qui existe tout le temps, c'est-à-dire avec ou sans agents pathogènes. Donc ça va des adaptations morphologiques, comme par exemple les épines, par exemple, qui vont défendre contre les herbivores. Mais ça, voilà, on peut avoir également des alcaloïdes ou encore des insecticides naturels, des pyrètres, des choses comme ça. Donc on a cette défense permanente, il n'y a pas besoin d'avoir d'agent pathogène pour l'avoir, elle est produite tout le temps. Et puis on a la défense induite, donc qui se met en place dès l'infection d'un agent pathogène. Revenons sur la défense permanente et notamment sur les molécules qui sont produites pour éviter à la plante de se faire consommer, soit par des parasites, soit par des herbivores. Donc on a des alcaloïdes comme les nicotines, la papavérine, qui sont des substances qui vont atteindre le système nerveux, notamment des insectes, et puis des humains aussi, si vous voulez manger. Les pyrètres, qui sont des neurotoxiques. D'ailleurs, notez qu'on a dévié tout simplement ces différentes molécules pour faire des insecticides. Les pyrétrinoïdes de synthèse viennent de là, et les néonicotinoïdes aussi. On a également des composés phénoliques, qui sont des molécules antimicrobiennes, et puis des terpènes, qui ont des propriétés odorifères. Alors, de plusieurs façons, soit ça peut être pour attirer les pollinisateurs, mais ça c'est un autre sujet, soit c'est pour repousser éventuellement des consommateurs. Donc voilà les défenses permanentes au niveau moléculaire et au niveau physiologique. Voilà. Concernant la défense induite, on va avoir deux modes de défense induite. Une qui est basée sur une reconnaissance non spécifique et une qui est basée sur une reconnaissance spécifique. Alors celle qui est basée sur la reconnaissance non spécifique, on identifie qu'il y a une agression exogène qui vient de l'extérieur, mais sans reconnaissance précise de l'agent pathogène. C'est une réponse de défense qui va être très rapide, mais qui ne va pas être ciblée. Par contre, la reconnaissance spécifique, elle va identifier précisément un agent pathogène. En fait, la plante il va y avoir une interaction entre gènes, entre un gène de la plante et un gène de l'agent pathogène bien précis. On appelle ça le gène d'avirulence pour le pathogène. Et donc, ça va déclencher une réaction de grande ampleur et sur plusieurs jours qui va permettre une protection totale de la plante. Voilà pour la reconnaissance spécifique. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, pour cette reconnaissance non spécifique de la défense induite, elle va être basée sur ce qu'on appelle des éliciteurs, c'est-à-dire des molécules qui signalent
qu'il y a une agression extérieure. Elles peuvent être soit de nature endogène, c'est-à-dire produite par la plante et par les cellules qui sont dégradées par le bioagresseur, soit exogène, c'est-à-dire c'est des molécules de ce bioagresseur, de cet agent pathogène qui vont déclencher cette défense induite. Et donc on va avoir production de signaux moléculaires qui vont circuler plus ou moins loin dans la plante et une réaction de défense qui va se matérialiser par la production, par différentes productions, des oligosaccharides, de l'acide jasmonique, de l'éthylène et de l'acide salicylique. Alors, à quoi tout cela va-t-il servir? Les oligosaccharides vont permettre l'épaississement des parois et notamment de faire une espèce de barrière contre l'agent pathogène. Et donc, en fait, de préserver le reste de la plante. Quant à l'acide jasmonique et l'éthylène, eux vont permettre de produire des phytoalexines. Alors les phytoalexines, c'est quoi? Ce sont des molécules qui sont antimicrobiennes et qui vont permettre de se débarrasser des agents pathogènes. Quant à l'acide salicylique et l'éthylène, ils vont permettre de produire des protéines PR, pathogenesis related, c'est-à-dire toutes les protéines qui sont en rapport avec la défense contre les agents pathogènes. Ça peut être des molécules signal qui vont prévenir les cellules voisines, à des molécules antimicrobiennes. Donc voilà pour cette défense induite non spécifique. Passons maintenant à la défense induite avec reconnaissance spécifique. Donc on va avoir une réaction d'hypersensibilité de la plante, c'est-à-dire pendant plusieurs jours, elle va être en alerte, avec une nécrose des tissus pour isoler le pathogène, également une transduction du signal pour signaler partout dans la plante qu'il y a un souci, une attaque, et enfin permettre la production de substances de protection pour une résistance acquise qui va permettre la protection pendant plusieurs jours. Vous avez ici une plante avec 2 feuilles, bourron terminal, assez simplifié pour les besoins du schéma. On a notre agent pathogène qui arrive. Évidemment, cet agent pathogène, il porte donc le gène et la protéine d'avirulence, c'est-à-dire la protéine reconnue par la plante qui est résistante. Attention, il faut que notre plante dispose du gène de reconnaissance de cet agent d'avirulence. D'ailleurs, c'est ce qui permet à la plante d'être dite résistante à cet agent pathogène. Donc si notre plante dispose de ce gène et donc de la protéine, elle va permettre, comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement, de reconnaître cet agent pathogène. À ce moment-là, première réaction, un signal est transmis de manière locale aux cellules tout autour de l'agent pathogène. C'est ce qu'on appelle la réaction d'hypersensibilité. Toutes ces cellules donc vont produire des molécules qui vont circuler dans toute la plante. D'accord? C'est ce qu'on appelle la transduction du stimulus. Alors ça peut être de l'acide méthylsalicylique par exemple. Et donc on va avoir une résistance acquise avec la production d'acide salicylique cette fois qui va préserver, ainsi que des molécules antimicrobiennes qui vont préserver cette fois l'intégralité de la plante et ce sur plusieurs jours. Donc c'est une réaction qui devient généralisée pour la plante et qui permet évidemment de protéger complètement la plante. Donc on n'a à ce moment-là aucun symptôme sur notre plante et il n'y a aucun impact évidemment sur le rendement.